Alors, je m'appelle Philippe Bobola, j'ai un parcours pluridisciplinaire qui m'a amené de la physique à la psychanalyse. Et avec Ernst, avec qui on a beaucoup d'affinités, on a décidé de se laisser aller spontanément. Ernst va se présenter lui-même. Oui, mon nom est Ernst Zürcher, je suis ingénieur forestier, resté dans la recherche, dans l'enseignement, dans des domaines qui avaient été relativement peu explorés, en particulier la chronobiologie, c'est-à-dire la biologie des rythmes, en particulier les rythmes astronomiques au niveau des plantes et des arbres, et naturellement aussi toutes les questions du développement durable, des bilans carbone, toutes ces questions-là qui sont essentielles pour notre futur. Et cette question du tout et des parties a été pour moi vraiment essentielle, tout d'abord au niveau de l'enseignement, mais aussi de la recherche. Et je pense qu'il y a des clés importantes et essentielles pour la compréhension des choses, de savoir naviguer un peu entre ces notions. Oui, alors on va citer René Descartes dans son discours de la méthode. J'en profite pour réhabiliter René Descartes, qu'on a présenté comme quelqu'un de purement analytique, cérébral. Il travaillait couché, il accordait beaucoup d'importance aux rêves. C'était un excellent escrimeur, puisque son biographe Bailly nous raconte qu'un jour il a été attaqué, il a embroché les 3 personnes qui voulaient l'attaquer. Donc c'est pas du tout l'homme uniquement cérébral qu'on nous a présenté. Et donc il va écrire un ouvrage clé pour la pensée occidentale, c'est le discours de la méthode. Et on va extraire une phrase du livre, découper le problème en autant de parcelles qu'il se peut pour le mieux comprendre. Mais il ajoute ensuite recomposer ces parcelles pour retrouver l'objet de départ étudié, mais en ayant compris ses constituants. Et on a oublié la deuxième partie. Zut, on a oublié la moitié de Descartes. J'en profite pour dire aussi que beaucoup de gens se disent cartésianistes, mais ils n'ont jamais lu Descartes. C'est un peu curieux. Oui, Descartes, c'est passionnant à lire en fait lorsqu'on entre dans ses écrits. Tout d'abord, une espèce de vent de fraîcheur qui nous arrive. C'est très ravigorant. Partir en fait de rien du tout par rapport à ce qu'on sait, être lucide ou bien conscient de comment on y entre. Décomposer les choses en parties pour les recomposer pour comprendre le tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux composantes dans cette démarche. C'est que la décomposition, l'analyse, c'est-à-dire fragmenter les choses, c'est pour obtenir en fait des structures. Et pour les recomposer, il faut en fait de l'activité de pensée. On a toujours ce binôme entre fonction et structure. Et là, c'est important de réaliser que cette activité de reconstitution de l'ensemble est une activité mentale, spirituelle, inspirée, si on est capable de le faire juste. Et on arrive à comprendre l'ensemble. C'est comme de démonter un réveil. Tous ces petits rouages, chacun de lui, au moment de les démonter, il faudrait déjà savoir quelle est sa fonction en tant que telle, pour qu'une fois que tout est étalé, on puisse remettre l'ensemble, le tout ensemble. Donc là, c'est un peu le point de difficulté, c'est qu'au moment de démonter, il faudrait déjà avoir compris un peu comment le tout fonctionne. Et pour le remonter, naturellement, on n'y arrivera que si on a compris ça. Voilà. Mais malgré tout, pour Descartes, tu me corrigeras, mais Oui, oui, si oui. Descartes arrive à la conclusion que l'animal, compris comme ça au niveau structurel, fonction, en le recomposant après en avoir fait son anatomie, si l'animal n'est compris que comme une machine, qu'est-ce que Descartes a loupé? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter cette conclusion finale. Qu'est-ce qui manque à Descartes? Ben, il lui manque un chien. Il aurait eu un chien dans sa vie quotidienne, il n'aurait pas du tout eu cette vision de l'animal-machine. Mais c'est important parce qu'on voit que cette vision, on la retrouve avec le transhumanisme, transformer l'homme en une sorte de système cyborg, machine.
une chose aussi qui est évidente, quand on démonte un réveil, on le fait aisément. C'est presque jouissif. Puis au bout d'un moment, on a plein de pièces éparses devant nous. On se dit, mais comment je vais pouvoir reconstituer ce que j'ai démonté aisément? C'est assez curieux, mais démonter, c'est plus aisé que reconstruire. C'est la seconde étape. Alors, par la suite, on s'est rendu compte qu'avoir les parties, c'était pas suffisant. Les parties interagissent, et on résume ça souvent en disant que le tout vaut plus que la somme des parties. Si vous prenez un élément A et un élément B, vous n'avez pas deux éléments, vous en avez trois. Le troisième, c'est l'interaction que A et B vont établir. Et ça m'amène à envisager une vision très simple, qui ferait hurler les cosmologistes et astrophysiciens, mais l'algorithme de l'univers est assez simple dans ses fondements. Après, c'est compliqué quand on rentre dans chacune des parties. Il y a un Big Bang, si on part de ce mythe, peu importe qu'il soit vrai ou faux, il est remis en cause actuellement, et vont émerger les particules élémentaires. Les particules élémentaires vont interagir entre elles, et vous allez avoir des propriétés émergentes. Et donc, si on prend un atome, son noyau est fait de protons et de neutrons. Quand les protons et les neutrons faits de quarks se sont constitués, ils vont interagir entre eux, et ça va donner le noyau, qui est une propriété supplémentaire. Le noyau va attirer à lui l'électron. Et ainsi va naître le premier atome, l'atome d'hydrogène. Les atomes d'hydrogène vont former des nuages interstellaires et ils vont interagir entre eux sous l'effet de la gravitation, ça va donner des étoiles. Les étoiles vont interagir entre elles pour donner une galaxie. Et puis on va trouver des planètes. Les planètes, nos systèmes solaires interagissent entre elles. Et à chaque fois, l'interaction donne des propriétés supplémentaires. Ce qu'on résume par 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais à 3. Et on résume aussi ça en disant le tout vaut plus que la somme des parties. Et puis, on a un penseur qui s'appelle Gare Morin, qui a développé la pensée complexe. Il a fait une synthèse de ce qui était éparse. Et donc, le premier principe, il l'appelle le principe organisationnel. Le tout vaut plus que la somme des parties. Mais il introduit un deuxième principe qu'il appelle hologrammatique. Dans chaque partie, vous trouvez le tout. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, je repasserai la parole à Ernst. C'est la notion de fractalité. C'est-à-dire que dans une construction fractale, vous retrouvez la partie à différentes échelles. Et dans la partie, vous avez le tout. Est-ce qu'un individu, on ne retrouve pas la totalité de l'espèce humaine en lui? Est-ce que l'arbre n'a pas intégré tout ça? Vous voyez, ça pose des questions qui, au départ, sont intéressantes, sont philosophiques, mais qui débouchent sur des réflexions scientifiques. Ce que Merleau-Ponty appelle des découvertes philosophiques négatives, c'est-à-dire que des fois, la science amène la philosophie en dehors de son champ de compétences à changer ses réflexions, mais des fois c'est aussi l'inverse, c'est-à-dire que la philosophie amène la science à devoir revisiter sa position. Oui, ça évoque le phénomène de découvrir ce qu'on ne cherchait pas. C'est une très belle expérience que j'ai faite moi-même. Mais tout d'abord, concernant cette notion d'émergence, à un niveau beaucoup moins fondamental au niveau des particules, au niveau des gaz, par exemple. On a un gaz, c'est l'oxygène, dont on peut très bien décrire les propriétés, tout ça c'est très précisément décrit, la physique des gaz. On a un autre gaz qui est l'hydrogène, parfaitement descriptible également, avec toutes les propriétés qui lui appartiennent, tout à fait différentes de celles de l'oxygène. Et on fait interagir ces deux gaz. Et tout d'abord, leur interaction est tout à fait étonnante. Elle est détonnante, pour dire exactement. Et ce que cette interaction entre ces deux gaz donne, c'est quelque chose d'émergent par excellence. On n'aurait jamais pu prédire les propriétés de l'eau grâce aux propriétés de l'oxygène ou grâce aux propriétés de l'hydrogène. L'eau est absolument nouvelle. Et aujourd'hui, on est en train d'entrer dans un nouveau continent. C'est le nouveau continent lié au nouveau paradigme de l'eau. L'eau en 4 états, 4 phases. Liquide, solide, gazeux naturellement, comme on les connaît, mais semi-liquide, semi-solide. Et là, c'est là où l'eau est en contact avec l'organisme. Et là, on a un monde incroyable qui nous ramène justement à cette notion du tout dans les parties ou la partie dans le tout. Cette notion de
élément intéressant. Voilà peut-être pour cette notion d'émergence. Et maintenant, on peut la transcrire au niveau des organismes. Et lorsqu'on parle d'organisme, on ne parle pas des systèmes. Mhm. Un système, c'est en fait un réveil. Un réveil fonctionne, mais est-ce qu'il y a de l'émergence chez un réveil? C'est clair, ce que chaque roue fait ensemble, elle ne serait pas disons, ce que chaque roue fait est différent de ce que fait l'ensemble, mais ça reste encore du purement physique. Mais lorsqu'on passe au niveau des organismes, j'aimerais savoir comment tu penses ça, qu'est-ce qui vient en plus créer de l'émergence. Je prends par exemple une graine de pain, par exemple, qu'on fait germer sans aucun accès à des champignons stérilisés, ou une graine proche de laquelle on permet à des champignons, bien qu'on amène dans son substrat de germination des champignons. Et là, on a une mycorhize qui se forme, une association entre le champignon et la plante. Et ensuite, il y aura aussi des associations entre le champignon, la plante et de la faune, les insectes. Et par cette association, il se passe autre chose que quelque chose de systémique, de mécanique. Qu'est-ce que le champignon amène à la plante, qui est alimentée par la plante, et le champignon lui amène de l'eau et des sels minéraux? Ça c'est clair, on le connaît au niveau de la physiologie. Mais lorsqu'on pense en fait à ces nouveaux états de l'eau qu'on est en train d'explorer, qu'est-ce que le champignon perçoit de la Terre, perçoit du cosmos, puisque tout est en train d'être en interaction. On sait que les minéraux ont des fréquences vibratoires qu'on est en train de découvrir. Qu'est-ce que le champignon est en train de percevoir de ces fréquences? Et l'arbre lui-même, avec sa couronne, avec son système racinaire, qu'est-ce qu'il est capable de percevoir de tout l'univers qui l'entoure? On est en train de découvrir qu'il puise selon des rythmes lunaires, donc il est en connexion avec le cosmos. Est-ce que là, ce n'est pas un nouveau type d'émergence? Si, alors quelques réflexions sur ce qui vient d'être dit. La première chose, on ne sait pas, actuellement il y a 78% d'azote, 21% d'oxygène. Et c'est resté constant depuis des milliards d'années. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une main invisible qui régule ça? C'est un défi pour avoir tous ces discours alarmistes. Il y a une espèce de main invisible qui a régulé. Et personne n'aurait envisagé ça. L'azote, c'est un gaz rare, c'est inerte. Et l'oxygène, c'est un gaz actif. On mélange l'inerte et l'actif et on a une atmosphère. Ça, c'est quand même assez curieux. Si on avait eu 23 ou 24% en oxygène, il y aurait eu des incendies spontanés. À 15%, on ne pourrait pas avoir le feu. Donc c'est réglé, c'est bien réglé. Donc on a l'impression qu'il faut redéfinir la vie. La vie, c'est de la matière, c'est de l'énergie, mais c'est aussi de l'information. Donc la structure a insisté sur la façon dont la matière est structurée, interagit entre elles. Il y a de l'énergie, mais l'information, c'est quelque chose c'est une valeur ajoutée. Peut-être que le troisième terme qu'on évoquait, 1 plus 1 n'est pas égal à 3, c'est que le troisième terme, c'est une information supplémentaire. Alors, on a parlé du quatrième état de l'eau, c'est un état qui a été découvert par Gérald Pollack, qui avait été pressenti par d'autres personnes, mais en tous les cas, c'est lui qui a fait le plus d'études. On s'est rendu compte que quand il y a une surface solide, il y a de l'eau dessus, et l'eau va avoir un comportement inhabituel, elle va chasser tout ce qui n'est pas elle. Mais c'est une surface hydrophile. Voilà, hydrophile, bien sûr. Il faut qu'il y ait une surface hydrophile, et donc à partir de là, l'eau vient en contact de la surface hydrophile, et elle va chasser tout ce qui n'est pas elle, tout ce qui est molécules non aqueuses, minéraux, etc. Et ça va créer une zone d'exclusion. Et cette zone d'exclusion, c'est comme une petite batterie. On a à peu près estimé que c'est 220 microvolts. Et donc, comme l'eau, même face à une molécule hydrophobe, elle sera présente, elle forme des caches qu'on appelle clatrates. Eh ben, ça veut dire que l'eau étant partout, c'est le constituant numéro 1 de notre organisme, 65% en poids d'eau. Vous avez des plantes qui sont faites à 90-95% d'eau. Cette molécule d'eau,
qui était improbable, parce que l'hydrogène est un gaz, l'oxygène est un gaz, vous réunissez les deux et vous avez une molécule liquide. Alors, peut-être la façon la plus, on va prendre une voie goethéenne, c'est-à-dire on ne va pas sortir la physique quantique, simplement la molécule d'eau, c'est comme un compas. Vous voyez la compas, la pointe du compas, c'est l'oxygène, et vous avez les deux atomes d'hydrogène qui sont liés à l'oxygène. Ça forme deux liaisons OH. Et ce compas peut être alimenté par l'énergie, la vibration, il peut s'ouvrir, se fermer. Ce qu'on appelle en physique, d'un terme plus savant, c'est un multivibrateur hétérodyne. Et Louis-Claude Vincent disait que l'eau est un dynamisateur du vivant, elle dynamise en permanence la matière inerte, et c'est grâce à elle, sa pulsation, que la vie est possible. Donc elle va, du fait de ses mouvements, alors elle a plein de mouvements, elle peut tourner sur elle-même, elle peut, comme je l'ai évoqué, ouvrir et fermer les deux liaisons OH. Les liaisons OH peuvent s'étendre ou se contracter, il y a toute une chorégraphie, mais tout ça, ça dynamise la matière vivante. C'est pour ça qu'on peut dire que la biologie, c'est la science de l'eau. Que ce soit le minéral ou le végétal, on ne peut pas faire l'impasse de l'eau dans sa construction. Donc c'est peut-être l'information suprême, elle a la capacité de mémoriser, d'interagir, de conduire, donc elle a plein de propriétés qui caractérisent le vivant, mémorisation, conductibilité, excitabilité, interactivité, enfin vous voyez, c'est un être collectif. D'ailleurs on parle de l'eau, mais il n'y a jamais de molécule d'eau isolée. C'est une collectivité et une coopérativité. Et peut-être qu'on aurait beaucoup à gagner si on comprenait la logique de l'eau. Parce que la logique de l'eau, c'est la logique du vivant. Alors ça me rappelle une anecdote lors d'un débat avec des Arhuacos. Il y avait quelqu'un très fier qui était venu avec une bonbonne pleine d'eau, puis a conservé l'eau de différents endroits. Et on a demandé aux Arhuacos ce qu'ils en pensaient. Ils ont simplement dit « Mais l'eau, il faut la libérer, elle doit marcher. » Là, elle est en prison, il faut la libérer. Donc, l'eau, c'est un monde, hein. On est en train d'en dire quelques propriétés. On s'est même rendu compte, c'est un prix Nobel de chimie, prix Nobel de la paix, Linus Pauling, qui avait fait une découverte qui malheureusement n'a pas été plus loin. Certains anesthésiants changent la structure de l'eau, de notre cerveau, le liquide céphalorachidien, et donc au lieu d'avoir une structure habituelle, ça prend une structure de clatrate. Alors c'est quoi les clatrates? Quand vous avez une molécule hydrophobe, l'eau ne peut pas venir autour. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça forme une cage pentagonale. Et s'est rendu compte que certaines substances anesthésiantes créaient dans le liquide céphalorachidien ces structures clatrates et ça entraînait une perte de conscience. Donc peut-être que la conscience est liée aussi à l'eau dans sa structuration. En tous les cas, la structuration du végétal, on est au balbutiement, n'est pas la même que la structuration de l'animal, et à chaque fois, il y a une spécificité de l'eau dans le monde minéral, le monde végétal et le monde animal. Et peut-être c'est le lien qui permet l'universalité, le lien qu'on évoquait entre le monde minéral, animal et végétal. Je ne sais pas ce que tu en penses. Magnifique. Ben oui, c'est très, très inspirant. Quand je pense aux arbres, bon, j'ai beaucoup travaillé dans la recherche sur le bois. Et j'ai toujours pu dire, si je travaille sur le bois, en recherche sur le bois, en même temps je fais de la recherche sur l'eau. Le bois et l'eau sont indissociables. L'eau est vraiment toujours présente et l'un des éléments permet de comprendre l'autre. Sagement dans les deux sens. C'est pas seulement de savoir combien d'eau il y a dans le bois pour comprendre le comportement du bois, mais qu'est-ce que le bois apporte à l'eau. Et là, je reviens à la fonction fondamentale de l'arbre, qui est en fait d'acheminer de l'eau dans la couronne pour faire la photosynthèse, pour réaliser l'évapotranspiration. Pour 1 kg de biomasse formée, il faut à peu près 300 kg d'eau qui sont évapotranspirés, qui vont faire des nuages, qui vont permettre des précipitations, alimentées aussi par les arbres, créées par les arbres. Eh bien, ce système de conduction de l'eau dans la couronne, c'est par les vaisseaux chez les feuillus, c'est par les trachéides chez les résineux. C'est des cellules creuses qui sortent en fait du cambium, qui sont formées pour remplir cette fonction. Il y a 4 grandes fonctions pour le bois, mais l'une des fonctions principales, c'est la fonction de conduction de l'eau. Eh bien, les arbres, quand on les étudie un peu, on sait qu'ils auraient parfaitement pu faire ces
ces tubes de conduction d'eau, donc des cellules interconnectées qui vont de la base jusqu'en haut, ils auraient parfaitement pu faire ça de manière hydrophobe, c'est-à-dire créer des cires et envelopper l'intérieur des tubes avec un enduit de cire. Ils savent le faire sur les feuilles, sur les aiguilles, pour rendre ces conduits hydrophobes, pour que ce soit parfait, pour qu'aucune molécule ne se perde. Eh bien là, c'est le contraire. Tous ces tissus de conduction d'eau sont faits de matériaux hydrophiles. Donc ces cellules, les vaisseaux, les trachéides vont se gorger d'eau dans leurs parois cellulaires et leur paroi intérieure est hydrophile, très riche en cellulose, mais renforcée par de la lignine, mais reste hydrophile. C'est pour ça que le bois est difficile à sécher. Il faut énormément d'énergie parce que tout ça c'est hydrophile. Eh bien cette eau va circuler sur des mètres et des dizaines de mètres dans des circuits de conduction hydrophile et donc donner à l'eau cette propriété de phase 4, de l'eau semi-liquide, semi-solide, en état de zone d'exclusion, d'autopurification, et c'est construit de cette manière que l'ensemble de l'eau qui va parvenir aux feuilles a cet état particulier de hypersensibilité pour l'environnement, de batterie énergétique. Le pH est différent dans les zones d'exclusion qu'à l'intérieur. La viscosité, le pH. Viscosité, l'indice de réfraction, la densité probablement Ouais, de cette eau est différente. C'est un tabou physique. On ne peut pas penser que l'eau puisse avoir une densité supérieure à 1. Eh bien, l'hypothèse est effectivement, l'indice de réfraction montre que cette eau est plus lourde. Et tout ça, ça nous montre que les arbres se créent un organe d'essence au travers de cette eau grâce à sa structure hydrophile. Et nous-mêmes, c'est la même chose. Toutes nos cellules sont en fait extrêmement hydrophiles. On est construit d'eau à combien de pourcents? 65% en poids. Ça dépend de l'âge encore. Ça dépend de l'âge, mais pour quelqu'un qui n'a pas un problème de poids... Si on était des citrons... ça va de 30% pour les gens qui sont en gros surpoids, 30% d'eau, 60... pour les gens maigricibles, c'est 30% d'eau. Au-delà, c'est la mort. Hein. Et puis les 70% de graisse, et pour les gens à l'opposé, c'est 70% de graisse et 30% d'eau, quoi. Puis au moment de l'embryogénèse, de la formation de l'être animal, de l'être humain, on part en fait d'un état pratiquement liquide pour progressivement se densifier. Et là, ça permet de penser les choses un peu différemment. On dit toujours la vie a émergé quelque part de la matière. Mais là, si j'étudie les arbres, on pourrait aussi venir là-dessus, mais j'arrive à constater que la matière est un produit secondaire de la vie, est quelque chose qui se décante de processus vivants. Indépendamment de ça, on voit cette genèse des organismes qui passe d'extrêmement liquide à une forme de structuration, de densification, mais tant qu'ils vivent, ils gardent cette forme d'eau en eux. Et l'eau que nous-mêmes nous évacuons sous forme de vapeur d'eau par la respiration ou bien sous une autre forme liquide, c'est de l'eau qui a entièrement cette structure-là qui a été informée. Et on pourrait se demander, mais quelles sont les propriétés de cette eau? Comme je me pose la question, quelles sont les propriétés de l'eau qui a traversé tout un arbre, alimenté la photosynthèse, mais surtout fait de l'évapotranspiration, elle a traversé tous ces vaisseaux avec des vortex en plus. Quelle est cette eau arborée? Elle a une forme particulière. Pour revenir, c'est vrai, on a passé en tête, mais un embryon de 1 mois est fait de 97% d'eau, c'est presque plus liquide que la méduse. À 8 mois, il est fait de 85% d'eau. Quand il arrive au monde, 75%. Adulte, s'il n'a pas de problème de poids, c'est 65% de son poids en eau. Et quand on vieillit, de façon, on va dire, accélérée, on peut chuter à 55-50% d'eau. Et c'est intéressant de voir quand vous avez un organisme qui s'appelle le tardigrade, et quand les conditions écologiques deviennent défavorables, il se met dans un état de dormance, il élimine une grande partie de l'eau, je crois qu'il en garde que 15%. De même, les bactéries, quand elles se mettent dans un état de spore, elles éliminent beaucoup l'eau, comme si elles avaient en tête qu'une eau déstructurée entraîne la mort.
Bah, c'est une eau vivante, c'est une eau qui a été enrichie et donc on a peut-être ça joue dans le cycle atmosphérique, c'est des hypothèses parce que pour qu'il y ait nuages et pluie, il faut des centres de nucléation et peut-être ça facilite les centres de nucléation. Il n'y a pas si longtemps de ça, c'est Antonio de Nobré qui s'est rendu compte que les arbres émettaient des substances volatiles, des composés organiques volatiles comme l'éthanol, le formaldéhyde, les méthylmercaptan qui facilitait ces centres de nucléation, la formation des nuages et la pluviométrie, donc le cycle de l'eau. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que la limite des tailles des arbres, les plus grands étant les séquoias, vient du filet d'eau qui doit être continu. Quand on atteint 120 mètres, on atteint la limite, le filet se casse et c'est terminé. Donc, il y a probablement, à chaque fois que l'eau est sur une surface, hydrophile, ben, il y a un échange qui se fait, il y a une batterie, on parlait de différence de pH, il y a des absorptions particuliers à 282 mètres, les infrarouges émis, enfin il y a plein de choses qu'on a constatées. Et ça change vraiment notre vision du vivant, puisque la plupart de nos molécules sont solvatées, entourées d'eau, et que finalement l'eau ne fait que dynamiser la matière vivante. Donc on a besoin, comme dans un orchestre de batteurs, batteurs de rock, et ben l'eau joue ce rôle de dynamisateur du vivant. Et peut-être s'il n'y avait pas cette eau vivante, bougeante, bah, il n'y aurait pas une puissance de vie. Il y a même deux chercheurs, Schauberger et Grander, qui ont introduit une loi qui dit une eau vivante crée la vie, une eau morte entraîne la mort. Voilà. Et le philosophe Gaston Bachar disait on ne boit pas l'eau, c'est l'eau qui nous boit. C'est-à-dire que quand on a une eau dénaturée, ce qui est quand même une problématique importante pour les Occidentaux et malheureusement même pour les peuples traditionnels où l'eau est polluée au mercure, et ben l'eau elle a besoin d'énergie, elle va le prendre dans notre organisme. Donc c'est pas la même chose quand on veut se désaltérer, les fruits ont une eau spéciale qui permet d'avoir une hydratation particulière. Donc on est loin d'avoir fait le tour de l'eau, puisque c'est le secret de la vie. C'est magnifique. Et là, il faut aussi mentionner Marc-Henri, qui a beaucoup travaillé sur l'eau. Et en observant ce qui se passe en anatomie du bois en particulier, comment circule l'eau, on se rend compte qu'elle circule effectivement toujours en spirale, en vortex, pour aller alimenter les nuages. Et ces noyaux de nucléation, c'est fabuleux, c'est que les arbres eux-mêmes provoquent les pluies sur les nuages qu'ils ont eux-mêmes formés. Et il y a une deuxième source de noyaux de nucléation, ceux qui viennent d'en bas et ceux qui viennent du vent cosmique. Ouais, c'est ça. Et la quantité de particules cosmiques qui arrivent, qui ont différentes compositions, crée aussi cette nucléation et provoque les pluies. Donc cette double source est intéressante. Pour cette notion de vortex, une recherche qui a montré que c'est important à l'intérieur des organismes. Par exemple, dans nos artères, le sang ne coule pas simplement linéairement. Il tourne en vortex. Il circule en spirale, en vis, en vortex. Et lorsqu'on a mis des stents en forme de vortex, ça fonctionnait beaucoup mieux que des stents simplement cylindriques. Et là, on a en fait, avec cette compréhension-là, en comprenant la nature, Schauberger disait lui-même, comprendre, copier et avoir des effets intéressants, c'est par exemple l'observation qu'une rivière sauvage qui va descendre de sa montagne ou de sa colline avec un parcours en méandre, avec formation de vortex autour de chaque pierre. Chaque pierre est extrêmement riche en mouvements qu'elle implique à l'eau. Eh bien, toute cette somme des vortex qui ont lieu le long du parcours de la rivière, on a pu mesurer que ça crée une autopurification de la rivière. C'est-à-dire qu'on a observé une rivière qui avait une source de pollution en amont, et on a mesuré l'état de pollution directement au niveau de la source, et ensuite à quelques centaines de mètres de l'endroit, et ainsi de suite, jusqu'à beaucoup plus loin. Et on s'est rendu compte que les particules
polluante était résorbée, disparaissait, l'eau se reconstituait une forme de santé. Un peu comme ces zones d'exclusion à l'intérieur des organismes, elles ont probablement aussi lieu au niveau des organismes et provoquent une précipitation de ces composantes polluantes. Donc ici, on a déjà une piste intéressante pour faire revivre l'eau qu'on doit subir d'une manière inerte, cette eau qui nous assoiffe. Eh bien, on peut faire en sorte qu'elle nous redésaltère. Oui, c'est tout à fait exact. C'était connu autrefois. On prenait l'eau au griffon et l'eau au griffon est plus dynamisée. Il y avait une turbulence. Le Et griffon. au griffon, à l'origine. C'est ça. Bah, dès que la source arrive, on prend l'eau. Elle n'a pas la même qualité que quand on est bien plus loin. Donc c'était connu. Ça dépend de la température, du pH. Schauberger, il a commencé en tant que garde forestier à avoir comme travail transporter les troncs d'arbres par flottaison. Et il s'est rendu compte que ça marchait mieux à certains moments de la journée, la nuit par exemple, et en mettant des pierres pour qu'il y ait des vortex. Et il avait observé quelque chose qui lui a permis de comprendre qu'il y avait deux types de technologies, la technologie de l'implosion et de l'explosion. Euh, il a observé que les truites, mais ça c'était connu, à un moment donné, on ne sait pas qu'est-ce qui donne le signal d'alarme, mais elles vont au centre d'un vortex et elles sont capables de remonter un courant, un torrent à contre-courant. Donc il faut une énergie incroyable. Et en fin de compte, là aussi, on va faire une approche goethéenne, comment dirais-je, une turbulence, une spirale, un écoulement. Vous voyez, on prend de l'énergie de l'infini pour le ramener à un point. Voilà. Et là, on concentre l'énergie, et à ce moment-là, la truite rentre au centre du vortex et elle est projetée. Il appelait ça les technologies de l'implosion. Vous avez des technologies de l'explosion, c'est plutôt la physique nucléaire, on va fragmenter la matière, mais c'est plus appelé, voilà, et les moteurs thermiques. Donc on s'est rendu compte, d'ailleurs c'est évident, force de haine et force d'amour, c'est ce que disait Empédocle. Nous on fait de la fission nucléaire, mais un soleil il fait fusionner les noyaux des atomes d'hydrogène pour avoir de l'hélium. Et c'est beaucoup plus rentable que de casser. Donc là aussi on retrouve cette tendance de l'Occident qui est plutôt un déconstructeur, qui va mettre en avant plutôt, c'est dans l'esprit de dominer la matière fragmentée. Donc là, on a des fusions presque amoureuses qui font de l'énergie et ça marche bien puisqu'on est là grâce au soleil. Je voulais aussi rebondir sur ce que Ernst a dit. On s'est rendu compte, alors ça n'a pas été toujours pris en compte, que le soleil est évidemment l'élément le plus important. On trouvait ça notamment dans les anciens ouvrages d'astrophysique. Et le soleil a un champ magnétique qui peut être variable. Et quand il y a un champ magnétique important, ça fait écran rayonnement cosmique. Et quand il est plus faible, ça laisse passer le rayonnement cosmique. Et quand il est plus faible, bah, on a plus de couverture nuageuse. Donc il y a une corrélation entre l'activité solaire et le cycle de l'eau par la formation de la couverture nuageuse. Et donc André Braic, qui avait écrit un ouvrage de mécanique céleste, disait que dans le climat, le soleil est l'élément le plus important. Vous voyez, ça relance le débat sur ça. Comment éliminer le soleil? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Vous voyez, ça aurait fait rire un Égyptien de l'Antiquité ou un Grec qui se faisait comme les Hélènes, ça veut dire Hélios, ça vient de soleil, c'est le fils du soleil. Donc, on a plein d'indices qui nous indiquent que les gens, dans une approche que nous, on appelle goethéenne, sensible, bah, étaient capables de comprendre les lois de la nature. Vous voyez, faut pas avoir fait un doctorat en mécanique des fluides pour comprendre que une spirale, c'est une concentration d'énergie au centre. Vous pouvez partir d'un point pour aller à l'infini ou partir de l'infini pour aller à un point. Et donc, ça tourne pas à la même vitesse. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Oh, il y aurait beaucoup à rajouter, disons, à aller dans cette ligne-là. Le soleil, tout d'abord, ce changement du champ magnétique, électromagnétique du Soleil et l'effet écran par rapport à l'arrière-fond cosmique. Même la Lune a un effet Mm. écran par rapport à son arrière-fond cosmique. Lorsqu'elle passe devant le Soleil, on s'est rendu compte que l'activité géomagnétique de la Terre, qui se mesure,
était déjà modifié avant que la Lune n'atteigne le Soleil, ne fasse une conjonction, euh, une, une éclipse. Et ensuite, après que la Lune est passée devant le Soleil, ça continue encore de faire diminuer l'activité géomagnétique de la Terre. Euh, Parce qu'on sait que l'activité géomagnétique est en lien avec les perturbations solaires, avec l'activité, avec le cycle de 11 ans du Oui. Soleil, l'activité solaire dans ce cycle. Et chaque fois que la Lune passe devant le Soleil, il y a un effet d'accalmie au niveau de la Terre. Et ce qui est intéressant, c'est que ça commence 15 degrés avant que la Lune ait atteint le Soleil et ça continue 15 degrés après. Donc on a un angle d'une trentaine de degrés où la Lune fait écran, comme lui-même le Soleil fait écran, par rapport à l'arrière-fond cosmique. Et là, on a quelque chose d'étonnant, c'est 12 fois 30, 360. Donc la Lune, apparemment, couvre chaque fois la largeur d'une, et je parle d'une constellation, pas d'un signe, mais d'une constellation du zodiaque, en faisant écran. Et là, c'est une nouvelle manière de comprendre ce qui vient de très loin et qui impacte sur Terre et ces corps célestes, le Soleil et la Lune, qui vont modifier cet impact qui vient d'au-delà. Et là, brusquement, on a ce deuxième rythme lunaire qui joue un rôle qu'on a pu mettre en évidence statistiquement au niveau des propriétés du bois. C'est qu'on n'a pas seulement le cycle synodique lunaire, c'est-à-dire la nouvelle lune, pleine lune qui change tous les 29 jours et demi. Ce cycle s'observe dans les propriétés du bois, mais en même temps, on a observé un deuxième cycle en lien avec le passage de la Lune devant le zodiaque de 27,3 jours, qui lui aussi joue simultanément, parfois en s'amplifiant, parfois en se diminuant, sur les propriétés du bois. C'était connu des Mayas, hein. Dans les calendriers Oui, mayas, ils en tenaient compte. Simplement pour que ça soit clair pour nos auditeurs, le Soleil inverse son champ magnétique tous les 11 ans, 11,1 ans. Donc nous, on a des cycles qui sont différents, voilà. Et donc ça vient tout simplement du fait que la vision en termes de système a considéré que la Terre est un système isolé. Or ça tient pas la route. Vous voyez bien comment avoir un système isolé quand vous êtes dans un système solaire, quand vous avez un astre comme le Soleil qui est 1 million de fois plus grand que la Terre, quand vous avez la Lune qui a un satellite, donc c'est pas possible. Donc ça part d'un postulat faux, c'est-à-dire on est isolé sur Terre, on est dans une sorte de cage de Faraday, ça tient pas la route du tout. Donc c'est pas étonnant, le nombre de taches solaires varie. On s'est rendu compte qu'il y avait une fluctuation du climat, le cycle de Mondère par exemple entre 1645 et 1715. Voilà, c'est connu des gens qui on étudie depuis Galilée, je crois que c'est 1510, les taches solaires. Donc on a un recul de plus de 500 ans sur ces variations de taches solaires qui augmentent, qui diminuent. Le soleil, comme un être vivant, peut s'énerver, il peut être calme, il peut dormir. Voilà, il y a eu des périodes de mini-glaciation, des périodes de réchauffement, et donc tout ça, c'est un petit peu dommage que dans une vision systémique où la Terre est un système isolé, l'homme est le seul responsable de ce qui se passe sur Terre. On va dire qu'il y a des configurations qui contribuent, l'homme est un facteur parmi d'autres, mais on ne peut pas tout mettre sur l'homme. C'est un peu malhonnête hein, d'un point de vue scientifique. Culpabilisant. Et culpabilisant. Et puis les écologistes qui travaillent sur l'influence des gaz à effet de serre devraient se poser la question comment, depuis qu'on pollue, il y a toujours la même quantité d'azote et d'oxygène. Pourquoi ça varie pas? Et donc, il faut être modeste. On a l'impression qu'il y a une espèce d'intelligence supérieure, on va dire ça comme ça, qui a réglé, et l'homme comprend une toute petite partie. Depuis Galilée, on a considéré que le livre de la nature était écrit en mathématiques, et il disait sans lequel on ne pourrait rien comprendre et sans lequel on serait dans un labyrinthe obscur. Donc, est-ce que ça veut dire que les mathématiques, c'est le langage de la nature, première hypothèse, ou au contraire,
Nous sommes des infirmes et on a trouvé comme seul langage, et quand on rencontre quelqu'un qui a une langue qu'on ne comprend pas, on est assez primaire, ça, c'est boire, etc. Donc les mathématiques seraient ce qu'on peut faire de mieux compte tenu du fait que ça nous dépasse. Et pourquoi ça nous dépasse? Parce que c'est des systèmes complexes. Vous imaginez, il y a des tas de paramètres qui sont pas pris en compte parce que on est déjà dans la tyrannie disciplinaire. Il faudrait qu'un astrophysicien soit aussi un spécialiste du bois, un spécialiste de l'eau. Donc, on n'a plus des pics de la Mirandole encore. Je ne sais même pas si c'était possible de son côté à son époque, mais on n'a plus ça. Donc, il faut rester modeste et il faut tout simplement avoir un nouveau programme d'études. La Terre est un système ouvert, elle subit plein d'influences, on va appeler ça des informations qui viennent s'ajouter à la matière et à l'énergie. Certains peuples, on avait dit qu'on en parlerait, dits traditionnels, premiers, sont depuis des milliers d'années dans une approche plus sensible, on pourrait dire comme Schauberger, la philosophie de la nature, et ils ont acquis beaucoup d'observations, d'expériences, de données qu'il est dommage de ne pas exploiter. Pour eux, ils sont convaincus que notre monde n'est pas le seul monde, il y a un monde invisible qui est couplé au monde visible et que le monde invisible est la cause de ce que nous vivons ici. Qui est capable vraiment de comprendre les mécanismes qui amènent un soleil à arriver sur Terre? Vous voyez par exemple pourquoi l'eau est importante, parce que on a oublié de le dire, elle existe sur Terre sous 4 états. L'état gazeux, l'état solide, et l'état liquide. Sans ces 3 états, la vie n'aurait pas été possible. Grâce à son état liquide, ça a donné les océans, les rivières, voilà. L'état solide a donné les calottes glaciaires. Et donc, la Terre étant inclinée, c'est ce qui a régulé la température sur Terre pour que ça soit en moyenne actuellement de 15 degrés. Donc, on a l'impression que ça peut pas être le fruit du hasard. Et c'est ça qui effraie les scientifiques, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que si on parle d'une main invisible, d'un principe guidant, une guidance, on est théiste et qu'on n'est plus dans la science. Je crois qu'au contraire, on est conscient de ce qu'on peut comprendre, mais on est aussi conscient de ce qu'on ne peut pas comprendre. Donc, Ernst, avec Francis Allais, fait partie des rares spécialistes de la forêt, du bois, des arbres, qui ont compris qu'il y a des influences lunaires, qu'il ne faut pas couper un arbre à n'importe quel moment. Les gens qui faisaient des violons le savaient. On sait très bien, vous prenez les Stradivarius, pourquoi ils ont cette valeur? C'est parce qu'ils ont été coupés à un moment optimum. Donc la Terre, si c'est un cycle, il y a des moments optimums, c'est des résonances, parce que tout simplement, la vie, c'est pas que de la matière, c'est aussi de la vibration, et il y a des moments favorables que Jung appelait l'effet Kairos. Donc il y a un effet Kairos pour les arbres, il y a un effet Kairos pour les plantes, et tout ça c'est connu, c'était connu autrefois, parce que les gens n'avaient pas un formatage, ils n'avaient pas une vision matérialiste, ils savaient qu'à la matière existe la vibration, et c'est pour ça qu'ils avaient cette intelligence que nous avons perdue. On a oublié une partie de la constitution de la nature. Je me souviens d'un livre de Jean-Pierre Buté qui s'intitule « Zut, on a oublié la moitié de l'univers et on a oublié la moitié de l'information du vivant ». J'aime bien cette notion de kairos. En fait, c'est une très ancienne tradition celtique. Il faut toujours chercher la troisième composante lorsqu'on on en a déjà deux, pour justement éviter le dualisme. Le dualisme n'est qu'un déséquilibre, en fait. Et concernant le temps, c'est déjà intéressant d'arriver à la deuxième forme du temps, c'est le temps cyclique par rapport au temps linéaire auquel on est tous soumis. Le temps linéaire nous fait vieillir en fait. Jamais on ne retourne dans le même fleuve à cause du temps linéaire. Mais le temps cyclique, le deuxième, est intéressant. C'est un temps des nomades en fait qui savent que les saisons vont revenir. C'est une forme de confiance en l'avenir. Ce n'est pas une soumission au passé, c'est une confiance en l'avenir. C'est l'éternel retour du même. Et ça, c'est le temps cyclique. C'est le temps des artisans, c'est le temps de la paix qui est absolument essentiel. Et le temps où l'émergence a lieu, où le scientifique devrait être attentif, c'est le kairos justement, c'est le bon moment. C'est la synchronicité de Carl Gustav Jung. Et là, il faut se mettre en marche pour que ce temps arrive. Lorsqu'on reste assis chez soi dans son appartement, il n'y a pas de kairos, il n'y a jamais de bon moment pour faire quoi que ce soit, puisqu'on ne fait rien. C'est pour ça que j'aime bien évoquer ce temps-là en lien avec la marche. Lorsqu'on se met en marche,
en ayant un bout ou même pas, il se passe sans arrêt des synchronicités, des rencontres improbables, etc. Et on se rend compte qu'elles ont souvent une signification. Eh bien, pour la science, je lui souhaite d'être attentif au kairos pour comprendre les significations de ce qu'il arrive. Et il arrive à, probablement, brusquement, aussi, malgré son dispositif de recherche, à arriver à des découvertes qu'il n'avait pas attendues. C'est par exemple ce rythme sidéral, donc en plus du rythme synodique, le rythme de la Lune en lien avec les constellations. En ayant toute la base de données à disposition, parce qu'on avait abattu 600 arbres pendant plusieurs mois, et ensuite travaillé statistiquement, d'abord en laboratoire, sur les propriétés des bois issus des échantillons, on a passé le test statistique avec toute cette immense base de données, avec des questions en lien avec la Lune synodique. Est-ce que la première phase lunaire, donc lune croissante, premier quartier, etc., en segmentant les phases lunaires, est-ce que telle ou telle phase a joué un rôle? Est-ce qu'il y a de la significativité? Oui, il y en a eu statistiquement. Et aléatoirement, accessoirement, je me suis dit, mais les anciens parlent aussi de cette étrange lune en lien avec le cosmos, avec le zodiaque, les constellations du zodiaque. Si déjà on a tout à disposition, pourquoi pas tester ça également? Eh bien, la significativité a même été supérieure à celle de la lune synodique. Donc là, on est arrivé à une conclusion, une constatation, c'est que tout d'abord, les anciens avaient des approches du monde qui les ouvraient à des dimensions qu'on s'interdisait d'exister. Et le deuxième constat, c'est que, bon, premier constat, c'est que la science moderne permet de valider les anciens savoirs, mais le deuxième constat, c'est que ces anciens savoirs donnent à la science des hypothèses de travail que la science n'aurait jamais eues. Jamais j'aurais eu la question, est-ce que la Lune dans le cosmos, dans l'arrière-fond zodiacal, joue un rôle si je n'avais pas su que d'anciennes traditions l'affirmaient. Donc Oui, là, on est dans une c'est tout à bouleverse. fait. Il y a un courant de pensée qui s'appelle le biomimétisme, qui dit finalement la Terre, elle a trouvé une intelligence pour construire la vie. La vie existe depuis à peu près 3,5 milliards d'années. Et donc il y a 3,5 milliards d'années d'essais, d'erreurs, d'optimisation. Donc en imitant la nature, c'est comme si on avait une recherche de 3,5 milliards d'années. Donc pourquoi s'en priver? Autrefois, les anciennes civilisations avaient une perception du monde que nous avons perdue. Donc on en a donné une autre au monde, mais pourquoi ne pas utiliser les archives? Par exemple, au niveau des cycles lunaires basés sur 27 ou 28 jours, on retrouve ça dans le calendrier Maya. Donc il y a plein d'éléments épars et ça permet aussi à ces civilisations parfois disparues ou ces peuples qui continuent à vivre comme vivaient leurs ancêtres de redonner confiance en leurs racines. Parce que, effectivement, qu'on le veuille ou pas, l'Occident a imposé une nouvelle religion qui s'appelle la science. Et cette science, il faut qu'elle, en quelque sorte, elle établisse un dialogue avec ces cultures traditionnelles. Les jeunes générations seront plus à même de retrouver leurs racines si on leur dit vous avez été avant-gardiste. Ça me rappelle une image que donnait Novalis. Il disait lorsque le scientifique essoufflé après des siècles d'escalade dans la montagne arrive au sommet, il y a une main qui lui est tendue, c'est un maître spirituel qui lui dit bravo, il y a longtemps qu'on t'attendait. Et pour répondre à la question que parlait on est assis, on fait rien, je me souviens d'un dialogue dans un film qui s'appelle Un taxi pour Tobruk de Denis de la Patelière, où à un moment donné, un personnage dit 9 abrutis en marche valent mieux qu'un intellectuel ainsi. Magnifique. Est-ce que je peux provoquer un peu? Oui, Moi, j'ai un peu de la peine avec cette notion que la vie a combien de milliards d'années? 3,5 milliards. 3,5 milliards d'années. Euh, En fait, pour moi, c'est un peu de la croyance en la génération spontanée. C'est que la vie serait sortie d'un De rien, rien, de rien, d'une de mare, quelque chose, d'une la soupe primitive. soupe primitive, un ensemble de particules ou autres. Et, euh, et plus on entre dans ces processus organiques, lorsqu'on parle de la vie, il faut vraiment entrer dans les organismes.
Et là, on se rend compte que la vie sort toujours de la vie. C'est vivo ex ovo, la vie sort de l'œuf. Et c'est toujours d'une sphère que la vie sort. Avec le Big Bang, on a l'illusion, je dis illusion pour provoquer, que la vie serait sortie d'un infiniment petit point et qui se serait Grossi. dilaté, Ouais. grossi jusqu'à l'infini. Est-ce que ça va toujours continuer comme ça ou est-ce que ça va revenir en arrière, C'est etc. cyclique. Une question qu'on peut se poser. Mais l'observation de la vie sort de la sphère, me donne aussi l'hypothèse de penser, ou bien euh, l'idée que la vie pourrait vraiment être absolument infinie dans le temps et imaginer, donc là il faudra donner de l'habillage à tout ça, mais imaginer une sphère qui décompte en elle-même des sous-sphères, des sous-formes de vie, qui elles-mêmes ensuite décantent des sous-formes de matérialité pour finir finalement à quelque chose de physique animé. Mais le principe primordial, le principe premier, c'est la vie en tant que telle, la vie, la pulsation, le rythme, mais non encore conditionné par la matière. C'est difficile à penser, mais si on regarde comment fonctionne le cœur, comment émerge le cœur dans l'embryogenèse, il y a d'abord le flux pulsé autour duquel se forme peu à peu un cœur qui va Mhm. continuer de pulser pendant toute une vie. Et là, ça nous empêche de penser le cœur comme étant une pompe, puisqu'il est pompé par le flux, il n'est pas provoquant le flux. Et c'est pour ça que j'aime bien personnellement, pas seulement de marcher, mais aussi de m'arrêter, de me coucher et d'écouter battre mon cœur. Pour moi, c'est l'un des bruits les plus inspirants, les plus réconfortants, c'est de se dire que depuis toutes ces dizaines d'années, il n'a jamais cessé de battre. Et ce battement, c'est pas moi qui le crée. Il vient d'ailleurs, c'est des énergies d'ailleurs. Et en marchant, on se rend compte qu'on est inséré sur une sphère terrestre avec un rythme de marche qui est de 4 km et demi à l'heure. Et là, c'est quelque chose qui nous insère ou bien qui nous permet de prendre pied sur cette terre, sur cette magnifique terre. C'est que si on imagine marcher 4 km et demi à l'heure, on peut être à deux. Donc l'un marche 12 heures et l'autre marche 12 heures et ainsi de suite. Eh bien, à deux, en une année, en 365 jours, on fait 40 000 km, on fait le tour de la Terre. Voilà la dimension de l'être humain avec son rythme de marche et le cœur pulse en fonction de la marche. Lorsqu'on marche d'une manière active ou on avance lors de ces 4 km et demi à l'heure, le cœur pulse pratiquement à la même vitesse que le pas. Donc ici, j'ai toujours encore cette question de la vie sort de la vie et essayer d'éviter de penser à une conditionnalité matérielle de la vie. La vie n'a pas besoin de la matière, elle se donne parfois cette apparence, mais parfois elle se débarrasse de la matière et elle continue d'exister. C'est un peu ce que Oui. je sais Alors, pour une penser. fois, on ne pourra pas me reprocher d'avoir été consensuel. Euh, il y a plein de théories dans le domaine qu'on appelle la chimie prébiotique, la théorie de la panspermie. Les météorites auraient apporté une vie, et en particulier, on s'est rendu compte que les bactéries pouvaient résister à des conditions incroyables sous forme de spores, rayonnement cosmique, température très basse, moins de 270 degrés, etc. Donc, on peut très bien envisager qu'une météorite soit tombée sur la Terre et qu'une vie qui était déjà née ailleurs ait enfanté la vie ici. C'est pour ça que la soupe primitive. Ensuite, même dans le modèle standard du Big Bang, il y a les univers sphinx. L'univers connaît une expansion, atteint sa taille critique, redonne un point, et c'est un ecclésiastique, le chaman de maître, l'abbé Lemaitre, qui avait développé cette théorie qu'il appelle les univers sphinx. Et puis il y a la théorie de la gravitation en boucle, où on envisage que un univers nous a précédés et de sa mort est né notre univers. Donc on donne l'image du sablier. Donc vous savez, le sablier, vous avez la partie supérieure qui est une pyramide inversée, puis un goulot d'étranglement, puis après ça redonne une pyramide droite, si je puis dire, avec la pointe en haut. Et le goulot d'étranglement aurait été justement le Big Bang. Donc voilà. Et puis il me semble que c'est Theodor Schwenk qui avait constaté
qu'on a en gros 72 battements par minute et 24 respirations par minute. Et si vous calculez sur une journée, vous trouvez 25 920 ans. C'est-à-dire que 25 920 ans, c'est le mouvement de précession des équinoxes. Donc la Terre tourne autour d'un axe de rotation qui fait à peu près 23,5 degrés actuellement par rapport à l'horizontale qu'on appelle le plan de l'écliptique. Et la Terre n'étant pas une surface, une sphère parfaite, vous avez une boursouflure équatoriale qui fait qu'il y a 21 km en plus au niveau de l'équateur sur les 6400. Ça amène l'axe de rotation de la Terre à former un cône, donc balayer un cercle en 25 920 ans. Donc ça veut dire qu'en une journée, le battement cardiaque et le mouvement respiratoire, la vie c'est quoi? C'est aussi respirer, bah, nous amène à un cycle, c'est-à-dire l'individu dans sa petite vie sur Terre vit en une journée ce que l'univers, qui est un organisme entier, vit pendant 25 920 ans. Donc il y a une espèce de changement d'échelle, mais une invariante, la vie et respiration, donc mouvement. En fait, on a aujourd'hui affaire avec de la vie en régression, la vie en difficulté, des turbulences en perspective et comment réorienter notre manière de vivre. Et là, je pense que beaucoup de choses sont liées à notre manière de considérer la nature, notre environnement, euh, notre rapport à l'énergie. Et ce qu'on vient d'échanger, euh, ceux qui entendront ça vont peut-être percevoir, c'est qu'il y a des manières de penser qui donnent de l'énergie et il y a des manières de penser qui nous plombent. Et je pense qu'une des missions de la science, c'est de montrer que le monde peut être pensé et expliqué ou compris d'une manière qui nous donne de l'énergie et qui nous amène à consommer moins de matière en étant plus alimenté par du spirituel. Oui. Alors, je vais conclure en citant Max Weber. Max Weber, qui est un sociologue, un des grands sociologues allemands classiques, il disait que ce qui caractérise notre monde, c'est un désenchantement. Donc là, il y a des disciplines qui désenchantent le monde et des disciplines qui les réenchantent. Puis, comme on a commencé par René Descartes, on va lui redonner la parole. René Descartes nous dit pour atteindre la vérité, il faut au moins une fois dans sa vie se défaire de toutes les opinions que l'on a reçues et reconstruire à nouveau tout notre système de connaissances à partir de la base. Je trouve que c'est une sorte de tabula rasa, d'ailleurs c'est ce qu'on dit, qui nous est proposé puisqu'on voit bien que nos génies du matérialisme nous a amenés vers une catastrophe. Donc c'est à nous de compléter cette impasse et l'avenir est entre nos mains. Regardez la nature, observez-la, redevenez des êtres premiers, sauvages, que nous avons jamais cessé d'être, et oubliez, fermez les livres. Dans Hamlet de Shakespeare, il est dit, il y a beaucoup plus de connaissances dans les étoiles et le monde que dans vos livres. Voilà ce que j'invite à faire. Bernard de Clairvaux, pour réhabiliter la Gaule, la France, qui était en fait Elle en a bien besoin. druidique, a dit les pierres et les arbres vous enseigneront beaucoup plus que ce que les maîtres pourront vous dire.